Bonjour, certains perdent des êtres chers et la mort est quelque chose de naturel pour eux, de naturel. Ils acceptent la perte d'un être cher, certains. Et d'autres, comme c'est mon cas, ne trouvent aucun côté naturel à ce décès, à ces morts. Hein. Vous savez qu'il y a bientôt 2 ans, c'était au mois de juin 2023, je perdais ma femme. Et c'était pour moi un acte qui n'aurait jamais dû arriver et qui pourtant fait partie de la vie. Hein. Perdre ce qu'on aime, ben, ça fait partie de la vie. Je ne sais pas si vous vous intéressez aux loups, mais les couples de loups n'acceptent pas non plus la perte de leur conjoint ou de leur conjointe. Les loups fonctionnent comme ça. Ils perdent celui avec qui ils vivaient, celle avec qui ils vivaient, et malgré la dureté des loups, hein, qui ne sont pas des animaux très tendres, eh bien, ils n'acceptent pas. D'ailleurs, il n'y a pas que le loup, hein, c'est les chiens en particulier ont aussi de grosses difficultés, plus que difficultés, n'acceptent pas le départ des êtres qu'ils aiment. Hein. Il y a des chiens qui vont sur la tombe de celui ou celle qui est parti, et ils restent là-dessus sur la tombe parfois même jusqu'à la mort, hein. Sans accepter de nourriture. Ils comprennent que l'être aimé s'en est allé, et la façon qu'ils ont de témoigner cet amour, c'est de rester, de pas vouloir la quitter. Eh bien, il y a bientôt 2 ans de ça, c'était en juin 2023, ma femme s'en était allée, mais elle était partie on va dire, en 2 étapes, puisque la première étape, elle était tombée dans une sorte de coma, et duquel elle ne s'est absolument plus réveillée. C'est ce qui s'était produit, et je ne crois pas que je puisse accepter ce départ. Je ne le peux pas, parce que ma façon de concevoir l'existence, de concevoir la vie, elle était somme toute simple. Quand on aime quelqu'un plus que tout, eh bien, il n'y a pas de séparation possible. Il n'y en a pas. Alors malheureusement, j'ai dit que ça s'était passé en 2 étapes. D'abord tomber dans le coma, puis décéder. Mais en fait, ça s'est passé au moins en 3 étapes, puisqu'elle a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et cette terrible maladie fait que les êtres qui sont affectés par cette maladie, bien souvent, ne vous reconnaissent plus.
vous continuent parfois de vous parler, mais ils sont dans une sorte de dimension parallèle qui ne leur permet pas vraiment de savoir qui vous êtes. Hein. Et c'est ce qui s'était passé pour ma femme. Quand la maladie l'avait affectée, elle était dans une sorte de dimension et elle feignait, c'est pas qu'elle feignait, elle parlait à quelqu'un qu'elle savait que la personne était proche, mais c'est tout, on ne pouvait plus avoir de conversation, on ne pouvait plus vraiment avoir de conversation. Hein. Mais il y avait des brides, parfois, il y a eu des brides de conversation minimum, hein, et en particulier, il y en avait eu au fête de Noël de 2002, 2003, 2002 surtout, dans laquelle elle s'était encore un peu confiée, il y avait eu encore une possibilité une légère possibilité de conversation, Alors là, au mois de février 2025, j'ai perdu mon frère, mais ça a été différent, tout à fait différent. Et j'ai pu peu de temps avant qu'il décède, puisqu'il était décédé le dernier jeudi du mois de février, eh bien, j'ai pu un tout petit peu converser avec lui. Hein. Je lui ai demandé pardon, mais pas un pardon. Ce pardon était pour ma personnalité. Hein. Je lui ai dit que j'avais pas une personnalité très forte, que tout était excessivement difficile pour moi et que c'est devenu de plus en plus difficile d'ailleurs, et que je lui parlais un minimum, mais que j'allais partir, bien sûr, je comptais revenir, mais ça n'a pas pu se faire. Eh bien, je lui ai dit, pardonne-moi, tu sais que je ne suis pas fort en personnalité, en caractère, je ne suis pas comme le chantait M. Balavoine, je ne suis pas un héros. Et en effet, je ne suis pas du tout un héros, parce que la maladie, surtout la maladie des êtres aimés, me fait excessivement peur, hein, pas une peur simple, non, une peur terrible, me fait excessivement peur, et je lui demandais de m'excuser, que si je partais, c'est parce que je ne pouvais pas, vraiment pas du tout supporter de le voir atteint d'une maladie, hein, parce que ma femme est décédée d'Alzheimer, enfin, des conséquences d'Alzheimer, on ne peut pas dire d'Alzheimer directement, mais plutôt des conséquences d'Alzheimer. Et lui n'est pas décédé il est décédé des conséquences de sa maladie, parce que alors les derniers jours, il est décédé le jeudi et je suis venu le voir pour la dernière fois le lundi. Avant le jeudi, donc il y avait le mardi, le mercredi, et 3 jours avant. Et ça n'a pas été... mais malgré que nous étions assez éloignés, hein, parce que nous avons à la fois
notre relation était à la fois proche et à la fois éloignée. Proche parce que nous étions tous les deux hypersensibles, hein, tous les deux, et que bien souvent nous avions des difficultés pour créer une relation plus profonde. Mais c'est pas qu'elle n'était pas profonde, elle était profonde, notre relation, mais c'est excessivement difficile. Parce que nous étions dans bien des points pareils, mais dans bien des points totalement différents. Totalement différents. Déjà, nous étions à une petite génération d'écart. Enfin, nous avions 9 ans d'écart. Et c'était difficile pour tous les deux. Alors, son départ qui a suivi celui de mon épouse, ils m'ont quitté tous les deux à même pas 2 ans d'écart, hein, puisque mon épouse est partie en juin 2023 et que mon frère est parti en février, fin février, les derniers jours de février 2025. Hein. Donc il n'y avait pas 2 ans. Mais le but de cette vidéo, c'est pas tout à fait de parler de la famille, parce que ça, parler de la famille, ça serait très difficile, mais ça ne serait pas le sens d'une vidéo. Quand on fait une vidéo, il faut qu'il y ait quand même un certain sens, un sens. Et là, le sens, c'est de s'interroger sur la mort, hein, sur la mort. Pour moi, la mort est un mystère. D'ailleurs, la vie, pour moi, est un mystère. Hein. Je ne crois pas, comme vous le savez, et comme je l'ai maintes fois dit, au hasard. Hein. Je ne crois pas du tout au hasard. Et toute la vie pour moi a été un travail de recherche. Hein, un travail de compréhension, de rechercher un sens derrière le décor. Parce qu'officiellement, le sens de la vie, pour beaucoup, c'est travailler, c'est construire une vie sociale, c'est s'amuser, c'est ne pas s'amuser, c'est ça le travail pour beaucoup de gens. Hein. Pour beaucoup, ça se limite là. Avoir une activité ou des activités, que ces activités rapportent suffisamment d'argent pour que la vie soit le plus agréable possible. Mais tout ça, pour moi, est un décor. Hein, est un décor. Et ce qui m'interroge, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière le décor et qu'est-ce que pouvait être le sens de l'existence. Le sens de l'existence, pour beaucoup, je vous viens de vous le dire, c'est avoir une bonne activité, c'est se marier, c'est avoir des enfants, c'est avoir une vie sociale, parfois c'est beaucoup travailler, c'est construire une réussite, hein, le plus hors du commun possible, la plus solide possible, la plus grande possible. C'est surtout trouver l'âme sœur. Pour beaucoup de gens, c'est trouver l'âme sœur. Ça, l'âme sœur, pour moi, je considère que je l'ai trouvé.
Je l'avais trouvé en juin, en juin 1981. L'amour nous avait réunis, hein, lorsque j'avais connu ma femme, celle qui allait devenir ma femme. Je l'avais connue en juin 1981, et et cela a duré jusqu'en juin 2023. Hein. Pendant plus de 40 ans, ma vie avait un sens. Et elle avait un sens, elle avait un sens, elle avait un sens. D'abord, ce que nous allions bâtir tous les deux, c'est-à-dire notre union, notre mariage, et puis notre enfant. Voilà quel était le sens de mon existence. Hein, le sens de mon existence. Il était là, et tout avait un sens. Hein, tout avait un sens, tout avait un sens. Tout avait vraiment un sens. Cela s'est arrêté en juin 2023 quand les conséquences de sa maladie l'ont amené à décéder. Et alors, tout s'est chamboulé dans ma vie. Tout s'est chamboulé, tout s'est chamboulé, tout s'est chamboulé. Et depuis ce mois de juin 2023, c'est-à-dire il y aura bientôt 2 ans, je n'ai pas trouvé le moindre sens à la vie. Je n'ai pas trouvé le moindre sens à la vie. Aucun sens, aucun sens, aucun sens. Alors il y avait un lien qui existait entre, je viens de vous le dire, entre mon frère, qui était né en août 1939, et moi, il y avait un certain lien, pas un lien très fort, mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de lien. Il y avait un certain lien. Et là, en février 2025, la maladie l'a emporté. La maladie l'a emporté. Alors je me retrouve face à une énorme solitude, hein, puisque j'ai perdu ma femme, j'ai perdu aussi mon frère. Hein. C'est une solitude qui se confirme, hein, qui se confirme et qui ne cessera probablement qu'à mon départ. Et c'est tout. Hein. Alors, vous savez, parce que je l'ai dit souvent, que pour moi, nous devrions avoir le droit, c'est comme ça que je le vois, hein, c'est pas tout à fait une pensée religieuse, parce que, à ma connaissance, les 3 religions monothéistes ne conçoivent pas qu'on puisse partir avant l'heure, hein. Leur façon de concevoir l'humain trop humain, aurait dit le philosophe Nietzsche, c'est que l'humain est dans une prison. Hein, ça, tout le monde en est conscient que l'être humain, l'homme au sens général du terme, c'est-à-dire l'être humain, est dans une sorte de cage, hein, qui s'appelle la vie, qui s'appelle la terre, mais il ne sait pas tout à fait où il est. Hein. L'être humain ne sait pas vraiment où il est. Il sait qu'il est sur cette cage, dans cette cage. Il sait que la règle du jeu, bon, c'est grosso modo, c'est de lutter, hein, de travailler, de lutter. Et en fin de compte, le plus souvent, c'est de servir l'espèce, hein, en ayant des enfants. Hein, ça, c'est le plus souvent. Hein, l'activité principale des humains trop humains, c'est de servir l'espèce. C'est de servir d'âme nature, on pourrait dire. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'humain trop humain?
Pourquoi il sert l'espèce, il ne le sait pas vraiment. Hein. Il a compris, s'il réfléchit un peu, qu'on est tous plus ou moins apparemment logés à la même enseigne, hein, c'est-à-dire qu'on est, hein, on est, donc on est d'abord gamin, et puis adolescent, et puis on commence tous des vies adultes, hein, des vies. Alors bien sûr les différences sont énormes selon que nous soyons sur un bout de ce lieu que l'on appelle la Terre, ou que nous soyons tout à fait ailleurs, les différences sont énormes. Hein, parce que, par exemple, quand vous naissiez dans un pays du Grand Nord, du Groenland, ou que vous naissiez sur une île comme à Haïti ou un endroit comme ça, on ne peut pas considérer que c'est pareil. Hein. Tout est forcément différent. Mais je pense à mon âme et conscience. Vous savez que j'aime dire à mon âme et conscience parce que je crois qu'il est normal que nous acceptions d'avoir une conscience. Hein, une conscience. On ne balaye pas sa conscience comme ça. Hein. La conscience, c'est une voix intérieure qui s'adresse à nous, ou nous nous adressons à cette voix intérieure, et des fois on a fortement l'impression que l'on fait bien, ou que l'on ne fait pas bien. C'est comme ça, c'est la conscience. On ne peut pas s'en débarrasser. On ne peut pas se débarrasser facilement de la conscience. On ne peut pas non plus se débarrasser, et ça c'est mon point de vue le plus profond, d'une force qui s'appelle l'âme. Parce que je crois sincèrement, et à mon âme et conscience, je crois beaucoup, que notre venue sur Terre est... D'abord, vous savez que je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas du tout au hasard, mais alors pas du tout. Alors je crois sincèrement que notre venue sur Terre a un sens. Elle a un sens hors de ce qui nous apparaît au premier abord. Hein, c'est-à-dire, ça dépend où nous naissons, et il peut y avoir de grosses nuances, de grosses différences, mais il y a un point commun, c'est que la vie se présente, enfin, pour tous, ça je ne sais pas si c'est pour tous, mais pour un grand nombre de la même manière, c'est-à-dire un homme a des relations avec une femme, et de leur relation commence la vie d'un être humain. Hein. Il copule avec une dame, la dame copule avec l'homme, et les deux vont commencer à concevoir un être humain. Un être humain. Ça, grosso modo, c'est pareil. Hein, que nous soyons en 2025 ou que nous soyons au début de l'humanité, hein, si toutefois il y a un début quelque part, eh bien, c'est pareil. Nous, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Ça a toujours été comme ça. Enfin, je présume que ça a toujours été comme ça. Mais la nuance qu'il y a, c'est que je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on est tous logés à la même enseigne, hein? Est-ce que il n'y a que nous sur Terre, hein? Il n'y a que nous. C'est sûr qu'il y a les humains trop humains, et ça, M. Nietzsche avait raison
de dire que ces humains étaient trop humains. Mais est-ce qu'il n'y a que les humains? Si vous prenez par exemple le film de Stanley Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace, 2001 l'Odyssée de l'espace, on voit très bien, c'est juste une sorte d'hypothèse, mais qu'il y a le commencement de la vie sur Terre, mais il y a des fameux monolithes qui sont posés, qui poussent comme des champignons un peu partout. On ne sait pas qui les a posés, ces monolithes. On sait tout simplement qu'ils sont là. C'est un peu aller vite en besogne, parce qu'il aurait mieux valu qu'on s'arrête un peu sur qui a pu poser ces monolithes. Ça, c'est la question qui m'a toujours intéressé. Parce que le film, si on ne se pose pas la question qui a posé les monolithes, le film n'a plus beaucoup de sens. Alors que si on se pose la question, on comprend, on peut dire que ça coule de source, qu'il y a eu des entités qui sont venues sur ce lieu que l'on appelle la Terre, qui ont posé des monolithes parce que il fallait que quelque chose se passe. Alors pourquoi ces entités ont-ils choisi la Terre? Vraisemblablement parce qu'elle contenait, elle avait toutes les conditions de vie, c'est ça le principe de l'évolution humaine. Eh bien, il fallait choisir dans cet endroit qui était sauvage, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qui sont ceux qui ont posé ou envoyé les monolithes. Parce que les monolithes sont apparus comme ça à un moment donné, mais qui les a posés? Qui les a posés? Qui les a posés? Alors oui, effectivement, c'est un début possible d'intelligence sur la Terre. C'est un début possible, mais c'est un début presque avorté, parce que au fond, ce début, on ne sait pas qui étaient ceux qui ont posé les monolithes. C'est ça qu'il aurait fallu savoir. Et là, les réalisateurs du chef-d'œuvre, parce que 2001 d'Odyssée de l'espace a vraiment été un chef-d'œuvre, on ne sait pas qui ils étaient. Et tout le film ne le dit pas. On sait qu'ils vont partir dans l'espace, on connaît l'évolution, on connaît qui a été choisi pour remplacer les humains ou pour servir l'espèce humaine. Enfin, on sait qui a été choisi. Ce sont des primates très proches du singe, des singes. Voilà. Alors, ils ont été choisis probablement à cause de leur physique, de leur intelligence, de leur faculté. On les a choisis. Bon, ceux qui ont posé les monolithes ont choisi les primates qui ressemblent aux singes. Voilà, ils les ont choisis, ils se sont dit, c'est eux qu'il faut faire évoluer. C'est eux qu'il faut amener à l'évolution. Alors, c'est bien comme choix, c'est un choix qui tient la route. Simplement, ce qui ne tient pas la route, à mon sens, c'est qui a posé les monolithes, qui les a posés, quelle est l'intelligence qui a posé les monolithes. Alors, on peut supposer, parce que ces monolithes ont été envoyés par un peu comme nous, on envoie des fusées sur Saturne, sur Jupiter, sur Vénus ou ailleurs. On les envoie, ces fusées, et puis on peut imaginer qu'on puisse déposer sur ces planètes des objets qui ressemblent à des monolithes, et que ces monolithes vont fermenter l'évolution s'il y a des êtres comparables à l'humain trop humain,
qui vont fermenter l'évolution. C'est ça le scénario du film. Mais ça ne dit pas, ça ne le dit pas, mais alors pas du tout, qui a envoyé les monolithes et qui sont ceux qui ont fait ce choix. Alors c'est peut-être que ce sont tout simplement des machines. Hein. Après tout, rien ne dit que ce sont des entités, hein, ni humaines, ni pas humaines, rien ne nous le dit. Tout simplement, ce sont des machines qui ont été posées pour pouvoir faciliter l'évolution de ce qui serait le plus apte à supporter l'évolution. Et il a été choisi le singe comme être. Mais vous voyez que le scénario est un peu quand même à la fois très complexe, parce qu'il est très, très, très intéressant, surtout la fin d'ailleurs, parce que cette évolution a permis d'envoyer dans le cosmos une fusée avec des êtres humains, mais simplement il y a l'intelligence artificielle qui s'oppose à l'humain trop humain, c'est ça qui est aussi le sujet du film, et cette intelligence artificielle qui est présentée par un robot dénommé Karl, qui finalement comprend qu'à la fin on va le débrancher et essaye de débrancher ceux qui vont le débrancher. C'est normal, les humains trop humains veulent se séparer de Karl. Karl qui n'est pas, qui est super intelligent, le robot le plus intelligent possible, se dit ben on va me tuer, je vais essayer de tuer avant qu'on me tue. C'est ça le sujet du film. Alors le sujet du film est très intéressant aussi parce qu'il évoque l'intelligence artificielle, la fameuse AI ou IA. Ça dépend si on le prononce en anglais ou bien en français. Eh bien, cette intelligence artificielle, c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Hein. Enfin, le sujet d'aujourd'hui. Quand je parle du sujet d'aujourd'hui, je ne parle pas de la vidéo d'aujourd'hui. Je parle de la période dans laquelle on vit. Hein, de la période dans laquelle on vit. Alors, est-ce que cette intelligence artificielle va nous apporter quelque chose personnellement, mais alors vraiment personnellement, je ne vous demande pas de croire ce que je vais dire là, je ne le crois pas, hein, parce que je ne crois pas à l'intelligence artificielle, je crois à toutes les formes d'intelligence, à l'intelligence des plantes, à l'intelligence bien sûr des animaux, à l'intelligence de la planète Terre, hein, et pourquoi pas aussi des autres planètes, hein. Je crois que l'intelligence, elle peut être partout, absolument partout, mais peut-être un peu plus partout dans le monde naturel, on va dire, que dans le monde artificiel. Alors l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui finalement avait pas trop été évoqué dans 2001 de l'Odyssée de l'espace. Il avait été évoqué, mais pas autant que ce qu'il méritait, hein, parce qu'au fond, le sujet du film principal, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va à un moment donné rentrer en conflit avec l'humain trop humain? C'est ça le sujet du film 2001 de l'Odyssée de l'espace. Et je pense que c'est un très, 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 très bon sujet. Mais la mort est aussi un sujet qui nous dépasse tous. Et à la fin du film, d'ailleurs, on s'aperçoit que l'astronaute, celui qui conduisait le vaisseau spatial, on ne sait pas où il va. On ne sait pas où il va. Il vieillit, et ça c'est justement un sujet très intéressant parce que la vieillesse nous touche tous, absolument tous, et on est tous confrontés, enfin on est tous, si on s'en va avant, on n'est pas forcément confronté au sujet de la vieillesse, mais si on devient vieux, on est confronté au sujet de la vieillesse. Hein.
au problème de la vieillesse. Et dans 2001, justement, c'est ce qu'arrive au cosmonaute. Il vieillit, on le voit très bien sur son lit, en train de devenir vieux, mais il fait plus que de devenir vieux. Il est né, il renaît dans l'espace. Il renaît dans l'espace. Et alors, beaucoup se sont interrogés sur la fin du film. Certains pensaient qu'il était devenu Dieu, qu'il était devenu une sorte de Christ. Hein. Je ne sais pas, franchement, je n'ai pas compris la fin du film. Hein. Je ne l'ai pas compris. Tout ce que je peux dire, c'est que il y a eu une métamorphose qui s'est produite. Hein. D'abord, il a beaucoup vieilli, et puis il renaît, on peut dire renaître de ses cendres. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous aura quand même un peu intéressé, mais j'avoue qu'elle était un peu ardue. Je vous remercie. Au revoir.